Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je remercie les nouveaux abonnés de rejoindre ma chaîne. Je vous remercie aussi de liker, de commenter et de partager si ce podcast vous a plu. Je viens vous parler aujourd'hui du soleil qui est entré ce matin en Scorpion, qui ouvre donc la saison des crises et des renaissances. Ce transit qui va durer environ un mois et qui nous invite à déplacer notre attention de la surface pour aller vers l'intérieur, là où se logent nos secrets, nos désirs profonds et tout ce qui est moteur de transformation. Alors déjà, je voulais en parler dans un thème natal. Le soleil en scorpion révèle une personnalité intense, profondément intuitive. Donc c'est un signe qui est gouverné par Pluton et Mars. Les natifs du Scorpion possèdent une grande capacité de régénération. C'est pour ça qu'on le surnomme le phénix, hein. Il renaît de ses cendres et surtout il renaît de ses propres crises parce que les épreuves ne le détruisent pas, elles le fortifient et ils peuvent révéler leur véritable nature. Ce signe du Scorpion donc est attiré par les mystères, les secrets, tout ce qui touche aux profondeurs de l'âme. Il est très intelligent, son regard voit au-delà des apparences. Ça peut être quelqu'un d'extrême qui vit toujours avec intensité, qui recherche la vérité, même si elle dérange. Et ses forces donc vont résider dans sa détermination, sa perspicacité et son magnétisme naturel. Ses faiblesses, par contre, donc là, c'est plutôt leur côté excessif, peuvent être aussi parfois manipulateurs ou jaloux, bon, lorsqu'ils se sentent menacés. Le parcours du scorpion est donc initiatique, c'est-à-dire qu'il passe par la mort symbolique de l'ego pour atteindre une compréhension beaucoup plus élevée de lui-même. Donc sa mission de vie, c'est la transformation, d'apprendre à maîtriser son feu intérieur et l'utiliser comme une force de guérison, autant pour lui que pour les autres. Alors, je voulais parler des deux maîtres de ce signe, qui sont deux puissances complémentaires. Mars et Pluton orchestrent un petit peu le cycle de mort et renaissance, ce qui définit la nature profonde du scorpion, parce qu'ensemble, ils symbolisent les extrêmes, c'est-à-dire la pulsion d'action avec Mars et le pouvoir de transformation avec Pluton. Pluton, c'est le maître de la mort symbolique ou réelle, qui agit en profondeur. Il nous confronte à ce qui doit disparaître, c'est-à-dire les illusions, les schémas limitants, les peurs, les attachements. C'est vraiment sa force, c'est la transformation radicale. C'est mourir à l'ancien soi pour renaître plus fort et plus conscient. Donc Pluton plonge dans l'inconscient, dissout l'ego et ouvre une voie à la régénération. Pluton est l'octave supérieure de Mars. Il incarne cette force de mort. Il agit dans les profondeurs, là où tout se défait pour renaître autrement. Mars, c'est le maître de la vie. C'est lui qui commence le, Mars, c'est l'initiateur en fait. Donc c'est la force vitale, c'est l'élan qui va pousser à agir, à conquérir, à s'affirmer. C'est le feu intérieur, l'instinct de survie, de désir. Donc Mars va nous relier à la matière, au corps, la volonté d'exister pleinement. Il cherche à vivre, à expérimenter, à créer du mouvement. Donc son énergie, c'est celle de la vie en expansion, de la pulsion qui dit oui à l'existence. C'est Mars qui va nous pousser à renaître, à nous affirmer, et c'est l'impulsion qui va transformer la leçon de Pluton en action concrète, en affirmation de soi et surtout en réalisation de notre potentiel. Donc ensemble, ils sont vraiment les acteurs de la transmutation. Alors, si on parle maintenant du transit qui va démarrer le 23 octobre et qui va se terminer le 22 novembre, juste avant que le soleil n'entre en scorpion, nous étions donc en balance, bien que la saison balance ne ressemblait pas trop à une saison balance harmonieuse. En tout cas, nous avions cherché à rétablir l'harmonie, à rééquilibrer les relations, à ajuster un petit peu les désirs de chacun, à révéler aussi certains déséquilibres qui étaient devenus un petit peu inacceptables. Donc là, on va dire que ce qui ne peut plus être harmonisé, équilibré, doit être transformé, voire dissous. Donc le scorpion, lui, cherche pas le compromis, il cherche la vérité. En plus, on a Neptune qui vient d'arriver en poisson à 29 degrés en rétrogradation. Donc là, c'est ce fameux 29 degrés anarétique, celui des bilans, des révélations, un seuil avant le changement en bélier qui se fera en début d'année.
Donc là, c'est Neptune à ce degré, il agit comme un dissolvant karmique en fait, hein. Donc là, il va faire fondre les illusions restantes, tout ce qui est attachement flou, tous les rêves qui ne tiennent plus. Donc là, pour une dernière fois, je pense que je referai un post sur Neptune en Poisson, parce que c'est très important en fait. Il va nous demander de regarder avec compassion, bien sûr, les mirages qu'on a entretenus, et surtout accepter qu'ils se dissolvent. Donc là, on est au seuil d'une vraie métamorphose. Et donc, pendant un mois, là, nous sommes invités à descendre dans la vérité, dans notre quête d'authenticité, à aller en profondeur dans une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et alors, durant cette période, on pourrait être un peu plus attaché à la sécurité. On peut avoir des tendances passionnées, plus excessives, plus extrêmes aussi. C'est une période où les crises émotionnelles, les conflits intérieurs ou extérieurs peuvent surgir, mais elles vont porter en elles un potentiel transformateur. Donc nous sommes obligés d'affronter l'obscurité pour dépasser nos peurs et faire émerger des ressources cachées. Alors du coup, je vous ai mis la carte parce qu'en fait, on a les 2 maîtres du Scorpion, donc Pluton et Mars, qui sont conjoints à 2 astéroïdes. Enfin, il y en a plusieurs, mais j'ai relevé ces 2-là. Pluton est conjoint à l'astéroïde Sphinx en Verseau. Donc Sphinx, c'est une figure hybride à tête de femme, ange de lion et aile d'oiseau, qui veille sur le seuil du mystère. C'est-à-dire que le Sphinx va incarner le mystère et l'énigme. Dans les traditions égyptiennes et grecques, donc il pose l'énigme fatale, celui qui ne sait y répondre se perd. Donc c'est un symbole de l'intelligence divine qui éprouve la conscience et garde l'accès à la vérité intérieure. Conjoint à Pluton, le maître des profondeurs et des renaissances, c'est comme s'il devient l'initiateur. Il nous confronte à nos contradictions, à nos zones d'ombre, à nos mensonges intérieurs. C'est-à-dire que le Sphinx devient le symbole du karma non résolu, toutes ces zones d'ombre qui demandent à être comprises pour être transcendées. Donc il nous met face à nos questions sans réponse, à nos schémas qui se répètent, à nos incompréhensions. Et donc il va accepter de livrer ses secrets ou de donner des réponses uniquement à ceux qui acceptent de mourir à leur certitude. Donc cette conjonction Pluton-Sphinx va réveiller un pouvoir de discernement radical. Et surtout, c'est le moment de répondre à notre propre énigme. Qui sommes-nous au-delà des apparences? Donc voilà, c'est un appel un petit peu à mourir symboliquement pour renaître. Et en Verseau, ça pousse vraiment à une lucidité, qu'elle soit individuelle ou collective, hein. Et ça veut dire quand même que les transformations sont liées à des choses, des mystères personnels qui demandent à être résolus. Donc voilà, donc sous cette influence, on pourrait découvrir peut-être la vraie motivation d'une situation ou un secret enfoui. Donc ça pourrait apparaître, ça peut être un point de bascule, hein, qui pourrait permettre une vraie régénération. Et alors du coup, on a le 2e maître du Scorpion, donc qui est Mars, et lui, il est conjoint à Narcissus. Ça veut dire Narcisse en fait, hein. Donc tout le monde a entendu parler du narcissique, mais là, en fait, cette conjonction de Mars avec Narcisse, je pense que là, c'est plutôt ici la volonté, le désir, le feu intérieur qui se tourne vers le miroir du soi. C'est plus le combat extérieur, mais c'est une lutte pour la vérité intérieure. Surtout que là, en même temps, on a Mercure et la Lune noire qui sont quasiment, enfin, à 2 degrés d'orbe, je crois, de Mars. Et donc là, ça veut dire que, surtout la Lune noire, hein, qui nous impose de voir dans des zones d'ombre très enfouies de la psyché, toutes ces blessures d'amour-propre, de besoin de reconnaissance ou de dépendance. Donc là, le narcissisme devient le symptôme pour moi, hein, c'est ma façon de voir, hein, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, le symptôme d'une âme qui est coupée de sa source. Et là, du coup, on nous impose une crise nécessaire pour retrouver le sens profond de l'amour de soi. Donc voilà, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas pour moi, j'ai l'impression que là, avec cette configuration, les masques peuvent tomber et l'ego va se confronter à sa propre illusion. Et c'est comme si on parle de la mort de Narcisse, hein, qui exprime cette renaissance du soi, l'épanouissement après la dissolution de la fausse identité en fait. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. En tout cas, je voulais juste finir sur ce passage scorpionique qui, pour moi, impose une crise de vérité.
parce que ces conjonctions avec Narcisse et Sphinx vont agir comme des énergies puissantes, des forces karmiques qui ne peuvent plus laisser place à la fuite, qui nous demandent lucidité, remise en question, descente au cœur du mystère personnel. Et ce qui n'est pas compris reviendra jusqu'à intégration complète. En tout cas, on est invité à transmuter, à mourir à l'ancien soi, aux schémas mentaux émotionnels qui maintiennent l'illusion, afin de renaître dans une conscience beaucoup plus alignée, plus réelle et surtout plus libre. Voilà. Donc, en fait, la réponse à l'énigme est intérieure, hein. C'est la mort de l'ego et la révélation du soi. Je vous souhaite une belle soirée et je vous laisse méditer sur ces quelques mots. Prenez bien soin de vous. Au revoir.